Il y a déjà 3 ans. 3 ans ne sont pas une éternité. Mais c'est un temps suffisant pour qu'une blessure profonde cicatrise. Pour qu'une immense douleur s'apaise. Et pour qu'une femme apprenne à vivre seule après une rupture. Je croyais y être parvenu. Je m'appelle Clara, une institutrice en école maternelle de 34 ans. Et je pensais être capable de sourire avec sérénité si quelqu'un mentionnait par hasard les mots ex-mari. Mais je me trompais. Le passé ne repose parfois pas dans la mémoire. Mais gît silencieusement couvert de poussière sous le lit, dans une vieille valise. Il attend simplement qu'un jour on le touche pour exploser en 1000 morceaux. Ce jour-là, c'était un week-end. J'ai décidé de faire un grand nettoyage à la maison après avoir été absorbé par le travail et ma petite fille. Ma fille Alba était chez sa grand-mère. L'appartement était étrangement silencieux. En tirant le lit de ma chambre pour nettoyer en dessous, je l'ai vue. La valise de voyage de couleur vert mousse, immobile dans le coin le plus sombre. La valise de Matteo, mon ex-mari. J'ai ressenti une pointe au cœur. J'avais complètement oublié son existence. Je me souviens comme si c'était hier du jour où il est parti. Il y a 3 ans. C'était aussi un après-midi de week-end. Nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas crié. Notre divorce s'est consommé dans un silence terrifiant. Il a simplement laissé sur la table les papiers du divorce déjà signés et a prononcé une seule phrase, une phrase qui m'a poursuivi en rêve pendant ces 3 ans, je suis désolé. Nous ne sommes plus compatibles. Incompatibles. Après 8 ans d'amour et de vie commune, après tant de souvenirs heureux et tristes. Il disait que nous n'étions pas compatibles. Je lui ai demandé, je l'ai supplié, j'ai pleuré, mais il n'a gardé que le silence. Le regard qu'il m'a adressé à ce moment n'était pas celui de quelqu'un qui a cessé d'aimer. Mais quelque chose de lointain, fatigué et plein d'impuissance. Il a fait rapidement ses valises. Seulement quelques vêtements de rechange, quelques objets personnels. Il n'a rien emporté de ce que je lui avais acheté, pas une seule de nos photos ensemble. Et il a laissé derrière lui cette valise. C'est seulement des vieux vêtements. Jette-la toi, s'il te plaît. A-t-il dit avant de se retourner et de partir sans regarder en arrière une seule fois. Et je l'ai cru. J'ai cru que son amour s'était épuisé. J'ai cru que nos 8 ans avaient été une erreur. J'ai cru que c'était un homme sans âme et cruel. Pendant 3 ans, je me suis efforcé d'enterrer son image dans le coin le plus profond de mon cœur. J'ai élevé ma fille seule. Affrontant les commérages des voisins et les questions compatissantes des amis. Pourquoi un divorce aussi soudain? Est-ce que Matteo en a une autre ou est-ce que tu n'as pas su le retenir? Je n'ai donné aucune explication car je n'avais pas moi-même la réponse. Mon ex-belle-mère, Pilar, après le divorce, s'est consacrée à répandre partout que la faute était mienne. Que je ne savais pas m'occuper de la famille. Que seul mon travail m'importait et que c'est pour cela que son fils s'était lassé de moi. J'ai aussi gardé le silence. Je savais seulement serrer ma fille dans mes bras et me dire que je devais bien vivre. Que je devais être forte pour être son pilier, et j'y suis parvenu. Mon travail à l'école maternelle est stable. Alba est chaque jour plus gentille et adorable. J'avais commencé à sortir et à rencontrer un nouvel homme, Marcos, un médecin aimable. Chaleureux et qui aime beaucoup ma fille. Tout semblait aller dans la bonne direction. Ma vie, enfin, semblait avoir trouvé la paix. Mais cette valise, son apparition soudaine, fut comme une pierre lancée dans un lac calme. Je l'ai sortie. Une épaisse couche de poussière couvrait sa surface et la fermeture éclair était un peu oxydée. Je me suis assise par terre, la regardant fixement. Jette-la. J'ai pensé, je devrais la jeter. Me débarrasser du dernier vestige d'un mariage mort. Le passé doit être laissé en paix. Mais une curiosité inexplicable m'a arrêté. Pourquoi l'avait-il laissé? Si ce n'était que des vieux vêtements? Pourquoi ne l'avait-il pas emporté pour se débarrasser d'un objet encombrant? Ou bien y avait-il quelque chose à l'intérieur qu'il ne voulait jamais que je sache? J'ai hésité. La raison me disait d'arrêter, de la jeter à la poubelle et d'oublier. Mais une partie de mon cœur, qui abritait encore une question douloureuse, voulait trouver une explication à son départ soudain. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai respiré profondément et j'ai utilisé une épingle à cheveux pour forcer la vieille serrure. Avec un clic, le couvercle s'est ouvert. Une odeur de naphtaline, un parfum familier, a envahi la pièce. L'odeur du passé,
Des jours où j'étais encore la femme de Matteo. Je m'étais préparé à trouver un tas de vieux vêtements, des chemises qu'il n'utilisait plus. Des jeans décolorés. J'ai pensé que je les ramasserais calmement. Que je les mettrais dans un sac poubelle et que je considérerais l'affaire close. Mais non, ce qui est apparu devant mes yeux n'était pas des vêtements. Tout l'intérieur de la valise était ordonné de façon méticuleuse. Comme si son propriétaire ne voulait pas que rien ne se déplace. Sur le dessus, couvrant tout, il y avait un tissu de velours bleu foncé, très doux. Mon cœur s'est accéléré. Il y avait quelque chose de solennel, de très inhabituel dans tout cela. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé soigneusement le tissu et alors je suis resté glacé. Pétrifié. Toutes les pensées se sont arrêtées dans mon esprit, ne laissant qu'un étourdissement absolu. Parfaitement placé au centre. Il y avait un livret d'épargne d'une grande banque de couleur rouge foncé. Je l'ai pris. Mes doigts ont effleuré les lettres en relief. Titulaire, Clara Monte, bénéficiaire Alba Herrero Monte. Mon cœur s'est serré. Pourquoi mon nom est celui de ma fille? Je l'ai ouvert en tremblant à la première page et le chiffre qui est apparu devant mes yeux m'a presque coupé le souffle. 150 000 euros. 150 000. Le numéro n'était pas seulement écrit en chiffres, mais aussi clairement en lettres. Une somme énorme, une fortune que je ne pourrais probablement pas gagner de toute ma vie. D'où venait cet argent? Pourquoi nous laissait-il, à Alba et à moi, une somme aussi grande? Des milliers de questions tournaient dans ma tête. Était-ce une compensation ou une aumône? Mon premier sentiment n'a pas été la joie, mais l'offense. Je croyais que 150 000 euros pouvaient effacer la douleur, compenser son départ froid. Mais alors j'ai vu ce qu'il y avait en dessous. À côté du livret d'épargne, il y avait un journal intime avec une couverture en cuir marron foncé. D'aspect très ancien. Je l'ai reconnu. C'était le journal que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire. Avant même notre mariage. Il avait dit qu'il l'utiliserait pour écrire les moments les plus beaux de notre vie ensemble. Mais pendant toutes les années où nous avons vécu ensemble, je ne l'ai jamais vu écrire un seul mot dedans. Je pensais qu'il l'avait jeté depuis longtemps. Pourquoi était-il ici maintenant? Sous le journal, il y avait un dossier de couleur bleu clair, soigneusement agrafé. Sur la couverture, il n'y avait rien, mais cela ressemblait à un dossier médical. Mon cœur s'est à nouveau emballé. Le dossier de qui? Et enfin, tout au fond, il y avait une liasse de feuilles de dessin de format A3. Attachées avec un ruban de soie bleue. Je les ai ouvertes avec délicatesse. C'étaient des dessins au fusain et tous représentaient la même personne, moi. Moi souriante, lisant un livre, cuisinant, dormant. Les dessins étaient faits à la hâte, le trait était tremblant et beaucoup étaient inachevés. Mais le regard de la femme dans les portraits était rendu de façon incroyablement vivante et pleine d'affection. C'était le regard que je ne voyais plus chez Matteo pendant les dernières années de notre mariage. Je me suis laissé tomber par terre, l'esprit vide, le livret d'épargne, le journal. Le dossier médical et les dessins. Aucune de ces choses ne semblait avoir de relation entre elles. Mais leur présence conjointe dans cette valise créait un mystère inexplicable. Un Matteo insensible et froid qui avait dit « Nous ne sommes plus compatibles ». Il aurait pu me dessiner en secret. Il pouvait nous laisser, à moi et à ma fille, toute une fortune. Un homme en bonne santé qui ne s'était jamais plaint d'aucun mal. Pourquoi aurait-il un dossier médical gardé avec tant de soin? Et ce journal? Qu'avait-il écrit dedans? Les mots d'amour d'antan ou des phrases de rancœur du présent? Je me suis senti comme devant une porte secrète. Une porte qui conduisait à une vérité que je n'avais jamais connue. La colère initiale s'est dissipée, laissant place à la confusion et à une curiosité dévorante. Je savais que la réponse à tout, la réponse aux 3 années de questions douloureuses, se trouvait probablement dans ce journal à couverture de cuir marron foncé. J'ai respiré profondément et, avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la première page. Les premiers mots qui sont apparus ont fait que mon monde s'est à nouveau effondré. La première page du journal ne contenait pas les paroles romantiques des débuts de notre relation. Elle était datée d'un jour d'hiver d'il y a 4 ans. À peine quelques mois avant que Matteo ne commence à changer, avant que sa froideur ne commence. Son écriture, normalement audacieuse et énergique, semblait maintenant un peu tremblante et maladroite. Jour, mois, année. Aujourd'hui j'ai reçu les résultats. Avec le rapport en main, le monde s'est effondré pour moi. Le médecin dit que c'est la vérité.
La maladie de mon père est héréditaire. Huntington. Un nom étrange, mais qui est une sentence de mort annoncée, dégénérescence neuronale. Perte du contrôle moteur, perte de la mémoire et, finalement, la perte de soi-même. Je n'ai pas pleuré, mais à l'intérieur je ressens une douleur pire que des coups de poignard. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant alors que j'ai tout? J'ai Clara, une famille heureuse, un avenir brillant devant moi. Maintenant tout est devenu un chemin descendant vers l'obscurité. J'ai lu jusqu'à là, complètement glacé. Huntington. J'ai rapidement cherché sur mon téléphone. Les informations qui sont apparues m'ont laissé sans force. Une maladie génétique rare qui provoque la dégénérescence progressive des cellules nerveuses du cerveau. Les symptômes commencent généralement à l'âge moyen et incluent des problèmes de mouvement cognitifs et psychiatriques. La maladie n'a pas de cure et conduit inévitablement à la mort. Je me suis souvenu du père de Matteo. Il était décédé il y a de nombreuses années. Ma belle-mère m'avait seulement dit qu'il souffrait de démence sénile. Qu'il oubliait les choses et que ses mains tremblaient. Je n'avais jamais imaginé que c'était une maladie héréditaire aussi terrible. Avec des mains tremblantes, j'ai tourné la page suivante. Jour, mois, année. J'ai menti à Clara. Je lui ai dit que je partais en voyage d'affaires. Mais en réalité j'ai été à l'hôpital toute la semaine pour passer des examens. Chaque jour je dois feindre la joie en l'appelant à la maison. Entendre sa voix claire et douce me détruit de l'intérieur. Comment puis-je lui dire cette vérité? Comment puis-je l'obliger à porter avec moi un avenir sans lendemain? Elle mérite d'être heureuse. Un bonheur complet. Ne pas avoir à s'occuper d'un invalide. Je ne peux pas être aussi égoïste. Les larmes ont commencé à couler, brouillant les mots. Ainsi c'était cela. Les voyages d'affaires soudains, les fois où il rentrait tard avec l'excuse de réunion. Tout était des mensonges. Il avait affronté seul, en secret, la sentence du destin. J'ai continué à tourner les pages. Jour, mois, année. Aujourd'hui j'ai commencé mon plan, un plan unique, mais peut-être la seule issue. Je dois faire en sorte que Clara me déteste. Je dois faire en sorte qu'elle veuille me quitter de sa propre volonté. J'ai oublié exprès notre anniversaire. J'ai vu la déception dans ses yeux. Sa désillusion. Cela m'a fait mal comme si on me poignardait, mais je dois le faire. Je dois devenir un insensible, un mauvais mari. Seulement ainsi. Quand je partirai, elle ne souffrira pas autant. Seulement ainsi elle pourra commencer une nouvelle vie. J'ai éclaté en sanglots inconsolables. Ainsi c'était cela. La froideur, l'indifférence, les oublis, tout avait été une mise en scène. Une maladroite farce qu'il avait essayé de représenter seul pour m'éloigner. Je me suis souvenu des fois où je lui avais reproché, « Tu as changé. Tu ne m'aimes plus. » Chacune de mes paroles à l'époque devait être comme un couteau s'enfonçant dans son cœur saignant. Je suis arrivé aux dernières pages écrites juste avant notre divorce. L'écriture était devenue beaucoup plus tremblante, avec des taches floues, peut-être par les larmes. Jour, mois, année. Ma main commence à trembler. Parfois j'oublie ce que j'allais faire. Les premiers symptômes sont arrivés plus vite que je ne le pensais. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Demain je donnerai à Clara les papiers du divorce. J'ai répété la phrase « Nous ne sommes plus compatibles » des centaines de fois devant le miroir. Mais j'ai peur. Peur qu'en affrontant son regard je ne sois pas capable de la prononcer. Clara. Je suis désolé, je t'aime plus que tout au monde, mais précisément parce que je t'aime. Je ne peux pas permettre que tu enterres ta vie avec une épave comme moi. Déteste-moi et oublie-moi. Trouve un autre homme, un qui puisse te donner le bonheur. Je t'ai laissé un peu, seulement un peu, de ce que j'ai pu économiser. Considère-le comme la dernière responsabilité d'un mari, d'un père. Utilise-le pour t'occuper d'Alba et pour recommencer. Adieu, mon amour. Le journal s'arrêtait là. J'ai enfoui ma tête, serrant le journal dans mes bras, et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. La douleur, le regret, la compassion, tout s'est mélangé, me déchirant l'âme. Pendant 3 ans j'avais vécu avec rancœur, croyant être la victime d'un mariage sans amour. Mais la vérité était que celui qui avait le plus souffert, celui qui s'était le plus sacrifié, avait été lui. Il avait choisi de tout porter seul. Il avait choisi de devenir le méchant à mes yeux seulement pour que je puisse être libre. Pour que j'aie un meilleur avenir.
Matteo, le mari que je croyais insensible, s'est révélé être l'homme qui m'aimait d'un amour si sublime et douloureux. J'ai pris le dossier médical, page après page, les résultats des analyses, les diagnostics des médecins, tout confirmait une vérité indéniable. Mon Matteo était en train de mourir peu à peu, se consumant dans la solitude. Et moi pendant 3 ans je n'avais rien su. J'avais vécu, j'avais ri, j'avais commencé une nouvelle relation. Pendant qu'il luttait seul contre le démon de la maladie, je me suis senti terrible, égoïste. Je devais le trouver. Je devais être à ses côtés. Même si ce n'était que dans ces derniers jours. Après les pages du journal trempées de larmes, j'ai ouvert en tremblant le dossier médical de couleur bleu clair. Ce qui, quelques minutes plus tôt, n'était qu'une liasse de papiers inertes au fond de la valise, pesait maintenant comme du plomb sur ma conscience déjà brisée. Chaque mot, chaque terme médical m'écrasait. Le dossier était épais, à peine une 20aine de pages. Mais il contenait la cruelle sentence que le destin avait réservée à Matteo. La première page était le résultat du test génétique réalisé dans un grand hôpital privé de Séville. Les mots, positifs pour le gène de la maladie de Huntington, étaient imprimés en gras et dans un rouge qui semblait une tache de sang indélébile. En dessous, une explication détaillée sur la maladie avec des termes que j'ai dû lire plusieurs fois pour comprendre. La maladie de Huntington est un trouble héréditaire qui provoque la dégénérescence progressive des cellules nerveuses du cerveau. Les symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans et incluent des problèmes de mouvement involontaire, corée, détérioration cognitive, perte de mémoire, difficulté à prendre des décisions et problèmes psychiatriques, dépression, irritabilité. La maladie n'a pas de cure et l'espérance de vie moyenne après l'apparition des symptômes est d'environ 15 à 20 ans. 15 à 20 ans, ai-je murmuré le cœur serré. L'analyse avait été réalisée il y a 4 ans. 4 ans. Il avait porté seul cette sentence de mort suspendue pendant 4 longues années. Sans que je sache rien. J'ai tourné les pages suivantes. C'étaient les résultats d'IRM cérébral, des graphiques de suivi de la fonction neurologique. Je ne comprenais pas totalement ces images complexes. Mais je pouvais lire les conclusions du médecin à la fin de chaque page. Les images montrent des signes d'atrophie cérébrale précoce. Dans la région du noyau codé et du cortex frontal. La fonction cognitive commence à montrer un léger déclin. Suivi périodique recommandé tous les 3 mois et initiation d'une thérapie psychologique pour préparer la phase progressive de la maladie. Chaque ligne était comme une aiguille se plantant dans ma conscience. Je me suis souvenu qu'effectivement à cette époque il avait commencé à se comporter de façon étrange. Il était devenu oublieux. Il oubliait d'éteindre les lumières. Où il laissait les clés de la voiture. Il avait même oublié mon anniversaire, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Je m'étais fâché, je l'avais réprimandé, je pensais qu'il était insensible, qu'il ne m'aimait plus. Mais je ne savais pas que ce n'était pas de l'indifférence. Mais les premiers signes du démon de la maladie dévorant son cerveau. Je me suis souvenu des fois où il se montrait soudainement irritable sans raison et puis restait silencieux à fumer sur le balcon toute la nuit. Je pensais que c'était le stress du travail, qu'il me cachait quelque chose. J'ai essayé de lui demander, mais il écartait seulement ma main. Ne demande plus, Clara. Je suis fatigué. Je me sentais offensé. Je croyais qu'il ne voulait plus partager ses problèmes avec moi. Mais je ne savais pas que derrière cette irritabilité pouvaient se trouver les épisodes de dépression, l'impuissance et la peur absolue d'un homme qui sait qu'il perd le contrôle de lui-même. Et alors je suis arrivé à la dernière page du dossier. C'était une feuille écrite à la main, non par un médecin, mais par Matteo lui-même. L'écriture était tremblante et inégale. Elle n'avait plus la force et la confiance d'avant. C'était une sorte de testament court, une liste de tâches qu'il s'était écrite à lui-même. Des choses à faire avant d'oublier, laisser suffisamment d'argent pour Clara et Alba. M'assurer qu'elle puisse bien vivre sans moi, faire en sorte que Clara me déteste. Je dois lui faire croire que je suis un misérable pour qu'elle puisse partir sans hésiter et trouver un nouveau bonheur. Je ne peux pas m'attendrir sous aucun prétexte. Trouver un endroit très lointain, un lieu où personne ne sache qui je suis pour mourir seul. Je ne veux pas que Clara voie mon état de décadence. Dessiner. Je dois beaucoup dessiner. Dessiner tous les beaux souvenirs de Clara, d'Alba. Pour que quand je ne me souviendrai plus de rien, au moins restent ces dessins.
J'ai enfoui ma tête dans le dossier et j'ai pleuré sans consolation. Son sacrifice était trop grand, trop cruel, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Il avait conçu un plan parfait pour disparaître de ma vie. Il s'était auto-attribué le rôle de méchant seulement pour que je puisse être libre. Il m'avait arraché le droit d'être à ses côtés, de le soigner. De lutter avec lui dans les moments les plus difficiles. Il avait sous-estimé mon amour. Il avait pensé que je l'abandonnerais en tombant malade. Il ne m'avait donné aucune opportunité de lui prouver le contraire. La perte, le regret et une pointe de rage se sont mélangés en me laissant sans air. J'ai à nouveau regardé le livret d'épargne. 150 000 €. Ce n'était plus une insulte ni une aumône, c'était de l'amour, c'était de la responsabilité. C'était la préparation méticuleuse et déchirante de Matteo. Pendant les dernières années, il avait probablement continué à travailler. À économiser chaque centime, seulement pour pouvoir nous laisser, à ma fille et à moi, une sécurité. Et les dessins étaient sa seule façon de s'accrocher à mon image, aux souvenirs heureux. Avant que la terrible maladie ne les efface complètement. J'ai serré la pile de dessins contre ma poitrine. Je pouvais sentir sa douleur, sa solitude et son amour infini dans chaque trait. Matteo, mon mari, n'était pas un insensible. C'était l'homme le plus fou et le plus noble que j'ai connu de ma vie. Avec les preuves irréfutables de la tragédie de Matteo entre les mains. Mon esprit est devenu un vieux film qui rembobinait les dernières années de notre mariage. Chaque fragment de souvenir. Chaque événement que j'avais interprété comme une preuve de son indifférence. Se présentait maintenant net, enchaîné et avec un sens complètement différent. Un sens douloureux jusqu'à déchirer l'âme. Je me suis souvenu de la nuit de notre 7e anniversaire de mariage. J'avais préparé un dîner romantique aux chandelles. J'avais mis la robe qu'il aimait le plus et j'ai attendu. Mais il est arrivé très tard, sentant l'alcool. Il n'a pas apporté de fleurs ni de cadeaux, il m'a seulement regardé et a dit avec froideur. Ne te donne pas la peine de monter ces numéros. Puis il est allé directement dans la chambre et a claqué la porte. Cette nuit-là j'ai pleuré. J'ai pensé que notre amour était mort, mais maintenant je comprenais. Probablement il s'en souvenait. Il s'en souvenait et c'est pour cela qu'il n'avait pas osé rentrer tôt à la maison. Il avait peur de m'affronter, peur de ne pas pouvoir se contenir. Peur de briser le cruel plan qu'il avait tracé. Il avait choisi de s'enivrer. Il avait choisi de dire des paroles blessantes seulement pour me faire mal. Pour que je croie qu'il ne m'aimait plus. Et les fois où il avait oublié de récupérer Alba à l'école. J'avais dû laisser mon travail à mi-chemin, courir à l'école pour la récupérer. Me sentant coupable devant la maîtresse et voyant la tristesse sur le visage de ma fille. Je l'appelais et je lui criais au téléphone. Mais est-ce que tu ne te considères plus comme un père? Il gardait seulement le silence et demandait un pardon presque inaudible. Je pensais qu'il était un père irresponsable. Mais peut-être qu'à ce moment la maladie avait déjà commencé à affecter sa mémoire. Il n'avait pas oublié exprès, il n'avait simplement pas pu s'en souvenir. Et son silence n'était pas de l'indifférence. Mais l'impuissance et la honte d'un père qui ne pouvait pas accomplir son devoir. Je me suis souvenu des nuits où il travaillait tard et ne rentrait pas à la maison. Il disait qu'il était occupé avec un projet, qu'il avait des réunions avec des associés. J'ai soupçonné. J'ai pensé qu'il en avait une autre. Une fois j'ai vérifié son téléphone en cachette, mais je n'ai rien trouvé. Je me suis consolé en pensant que c'était mes paranoïas. Mais maintenant je sais que ces nuits il n'était probablement pas au bureau. Il serait dans un endroit seul, peut-être à l'hôpital ou dans un appartement loué et bon marché. Luttant contre les premières douleurs, les premiers spasmes qu'il ne voulait pas que je voie. Il avait choisi de fuir, non pas de moi, mais de sa propre maladie. Pour me protéger de cette image terrifiante. Chaque souvenir, l'un après l'autre, était comme les fragments d'un miroir brisé qui reflétait mon ingénuité et, en partie, mon égoïsme et son sacrifice silencieux et extrême. Je n'avais vu que la pointe de l'iceberg, seulement sa froideur, son changement. Mais je n'avais pas essayé de découvrir. Je n'avais pas essayé d'approfondir pour savoir qu'en dessous de cette froideur il y avait un océan. De douleur et d'amour. Je me suis souvenu du jour où nous sommes allés au tribunal. Je l'ai regardé avec ressentiment. Il n'osait pas me regarder dans les yeux, il gardait seulement la tête baissée. Quand le juge lui a demandé s'il était d'accord avec le divorce. Il a gardé le silence pendant un long moment avant d'acquiescer légèrement. À ce moment j'ai pensé qu'il ne lui restait rien pour lequel lutter. Mais maintenant je comprends que cet acquiescement a probablement été le plus difficile qu'il ait.
fait de toute sa vie. Ce fut le geste pour me libérer, pour me donner un nouvel avenir. Même si cela signifiait qu'il devrait marcher seul jusqu'à la fin du chemin. J'ai serré ses dessins inachevés, traits de fusain tremblants. Mais qui représentaient une Clara radieuse et heureuse. Il m'avait probablement dessiné quand je ne m'en rendais pas compte. Dans les moments les plus quotidiens, il avait utilisé le crayon pour s'accrocher aux souvenirs. Pour lutter contre l'oubli qui s'emparait de lui. Soudain je me suis rendu compte que pendant 3 ans je n'avais pas seulement vécu avec rancœur. Mais aussi avec un profond malentendu. J'avais moi-même construit un mur pour me séparer du passé, de son véritable être. J'avais essayé d'avancer. J'avais ouvert mon cœur à un autre homme. Cette pensée m'a fait me sentir coupable. Marcos, le médecin, était un bon homme. Il avait été à mes côtés. Il m'avait consolé dans mes moments les plus bas. Mais mes sentiments envers lui étaient probablement de la gratitude, la recherche d'un soutien. Non, de l'amour. Mon cœur en réalité ne s'était jamais éloigné de Matteo. Il était seulement couvert par le brouillard du malentendu et de la douleur. « Maman, tu pleures ?» La voix d'Alba a retenti à la porte. Elle était revenue de chez sa grand-mère. Elle a couru vers moi et avec ses petites mains m'a essuyé les larmes. « Ce n'est rien, ma chérie. »« Maman ne pleure pas », je l'ai serrée dans mes bras. Aspirant le doux parfum de ses cheveux. « Alba », ai-je dit d'une voix tremblante. « Veux-tu que nous allions chercher papa ?» Alba a levé les yeux avec ses grands yeux ronds et clairs. « Chercher papa. Où est-il, maman ? » Papa. Papa est dans un endroit très lointain. Il est malade. J'ai essayé de trouver les mots les plus simples. Nous allons aller le soigner. D'accord. Alba ne l'a pas tout à fait compris, mais elle a acquiescé. Bien sûr, si papa est malade, il faut le soigner. Ces paroles innocentes furent comme une injection de force. Je ne pouvais pas rester ici à pleurer et à me lamenter. Je devais agir. Je devais le trouver. Où qu'il soit, quelle que soit la façon. Je devais le trouver. Je ne le laisserai plus jamais seul. Cette fois ce serait moi qui serais à ses côtés pour marcher avec lui jusqu'à la fin du chemin. Aussi court soit-il, la décision était prise. Mais la question la plus importante maintenant était, où était Matteo ? Pendant 3 ans il avait coupé tout contact. Il avait disparu tel qu'il l'avait planifié. Je n'avais aucune piste. J'ai fouillé dans ma mémoire en essayant de trouver un lieu, un nom. Une passion à lui qui pourrait révéler où il se cachait. Le nord de l'Espagne. Une fois il avait dit qu'il adorait l'air frais et les forêts des Asturies ou une côte tranquille. Il adorait aussi peindre des marines. Tout était trop vague. Mais soudain je me suis souvenu d'une personne, la seule qui pourrait savoir où était Matteo. Sa mère, Pilar. Malgré tout ce qu'il voulait couper avec le monde. J'étais sûr qu'il ne pourrait pas couper avec sa propre mère et probablement elle aussi faisait partie de ce plan. Le lendemain matin j'ai laissé Alba chez mes parents. J'ai dit que j'avais une affaire familiale importante à régler. Puis j'ai conduit directement vers la maison que j'avais autrefois appelée foyer. La maison semblait maintenant plus vide et froide. Le petit jardin que je soignais autrefois était couvert de mauvaises herbes. J'ai sonné. Un bon moment après, Pilar a ouvert la porte. En me voyant elle est restée pétrifiée, les yeux très ouverts. Plein de surprise et un peu de panique. « Clara, que fais-tu ici » a-t-elle bafouillé. Sa voix n'avait plus l'aspérité d'avant. En 3 ans elle avait visiblement vieilli. Ses cheveux étaient beaucoup plus gris et les rides de son front étaient plus profondes. « J'ai besoin de parler avec vous, Pilar » ai-je dit d'une voix calme et ferme. Sans attendre qu'elle m'invite, je suis entré. L'intérieur était le même, mais manquait de la chaleur d'un foyer. Tout était couvert d'une fine couche de poussière. « Entre. Assieds-toi » a dit Pilar en fermant la porte maladroitement. Elle est allée à la cuisine chercher un verre d'eau avec les mains tremblantes. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas touché l'eau. J'ai posé la petite valise que j'avais apportée sur la table. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement, je l'ai seulement regardée directement dans les yeux. Un regard profond qui ne lui permettait pas d'échapper. Vous saviez pour la maladie de Matteo, n'est-ce pas, ai-je dit. Ma question fut comme une flèche directe vers son point le plus faible. Pilar a pâli. Le verre d'eau dans sa main a vacillé, sur le point de se renverser. Que dis-tu ? Matteo va parfaitement bien, il n'a aucune maladie. Elle a essayé de le nier,
mais la panique dans ses yeux l'a trahi. Je n'ai rien dit de plus. J'ai simplement ouvert la valise en silence. J'ai posé sur la table, juste devant elle, le journal, le dossier médical et les dessins. Et ceci, qu'est-ce que c'est alors? Pilar, en voyant ces objets, est restée comme une statue de pierre. Elle a regardé le journal, puis le dossier. Ses lèvres bougeaient, mais n'émettaient aucun son. Elle savait que tous ses mensonges et sa dissimulation n'avaient plus de sens. Finalement elle s'est effondrée sur la chaise en se couvrant le visage avec les mains. Ses épaules maigres ont été secouées. Elle a éclaté en sanglots. Un sanglot inconsolable, étouffé. Celui d'une mère qui a dû porter un secret trop grand et douloureux. Oui, oui, a-t-elle dit entre les sanglots. Je savais tout. Elle a levé les yeux avec le visage baigné de larmes. Le jour où il a reçu les résultats, il me l'a raconté. Il s'est agenouillé et m'a supplié de garder le secret. Il a dit qu'il ne voulait pas ruiner ta vie. Qu'il préférait mourir avant de te voir souffrir en le soignant. Je suis restée assise à écouter en silence avec un nœud au cœur. Ainsi vous l'avez aidé, n'est-ce pas? Pilar a acquiescé d'une voix pleine de regret. Je l'ai aidé. J'ai joué le rôle de la belle-mère méchante et pointilleuse. Je t'ai cherché des noises. Je t'ai critiqué. Je t'ai dit des choses horribles, des choses pour lesquelles je ne me pardonnerai jamais. Tout était pour que tu le haïsses. Pour que tu te lasses de lui et que tu puisses partir sans hésiter. Elle m'a regardé avec une expression suppliante. Clara. Tu comprends? Je l'ai fait parce que je t'aime aussi. Je ne voulais pas que tu enterres ta jeunesse avec un malade. Tu es trop jeune. Tu mérites un bonheur plein. Bonheur. J'ai lâché un rire amer plein de larmes. Tu crois que vivre avec un malentendu, avec rancœur et commencer une nouvelle vie sur les fondations d'un mensonge et du bonheur. Tu crois qu'abandonner l'homme que tu aimes le plus au moment où il a le plus besoin de toi est du bonheur. Je me suis levé, marchant dans la pièce. Vous et lui avez été trop autoritaires. Vous vous êtes arrogé le droit de décider pour ma vie. Vous m'avez arraché le droit de choisir, d'être à ses côtés, de le soigner, de lutter avec lui. Savez-vous que le plus terrible pour une épouse n'est pas que son mari tombe malade, mais qu'il l'éloigne sans qu'elle sache pourquoi? Chacune de mes paroles fut comme un coup de marteau sur la conscience de Pilar. Elle a baissé la tête sans oser me regarder. Je suis désolé, Clara. Vraiment je suis désolé. À quoi sert maintenant de se lamenter? Ai-je crié. La retenue de si longtemps a explosé. Comment va-t-il maintenant? Où est-il? Le savez-vous? Est-il seul quelque part à attendre la mort? Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez été cruel? L'air dans la pièce est devenu lourd, irrespirable. On n'entendait que les sanglots de Pilar et ma respiration agitée. Un moment après, quand je me suis un peu calmé, je me suis assise. Ma voix était rauque. Pilar? Je ne suis pas venu vous reprocher quoi que ce soit. Je veux seulement savoir une chose. Matteo. Où est-il? Pilar s'est essuyé les larmes et a secoué la tête. Non, je ne le sais pas. Il ne me l'a pas dit? Il m'envoie seulement de temps en temps une carte postale sans expéditeur. Il dit qu'il va bien. Il me demande de prendre soin de moi et de ne jamais te dire la vérité. Elle a fouillé dans un tiroir et a sorti une liasse de cartes postales jaunies. Les voici toutes. En tremblant, j'ai pris les cartes postales. Au recto, des images de différents endroits d'Espagne. Grenade et son Alhambra, la côte de Cadix, un village blanc d'Andalousie. Au verso, seulement quelques lignes brèves avec une écriture de plus en plus tremblante. Maman, je vais bien, prends bien soin de toi. Maman? Aujourd'hui il fait un beau jour. J'ai peint un tableau. Maman, tu me manques. Et elle aussi. Je suis arrivé à la dernière carte postale envoyée il y a seulement quelques semaines. Maman, ma main tremble beaucoup. Je crois que je ne pourrai plus écrire. Je t'aime. Mon cœur s'est brisé. Je savais que sa maladie s'aggravait. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Je devais le trouver immédiatement. Avec les cartes postales en main. Je me suis senti perdu dans un désert à la recherche d'une oasis. Mais ce n'étaient que des lieux génériques, sans aucune adresse concrète. Comment allais-je le trouver dans un pays aussi grand? Je me suis senti impuissante, désespérée.
Pilar, en voyant mon expression, s'est sentie tout aussi désolée. Clara, a-t-elle dit d'une voix repentante. C'est ma faute. Tout est ma faute. Si ce jour-là je n'avais pas été aussi égoïste. Si j'avais seulement pensé à autre chose qu'à mon fils et que je t'avais dit la vérité. Peut-être que tout serait différent. Entre les larmes. Elle a commencé à me raconter les jours de tourment que tant elle que Matteo avaient vécu après mon départ. Sais-tu une chose? Matteo ne dormait pas la nuit. Il passait les heures sur le balcon à regarder vers ton quartier, fumant cigarette sur cigarette. Il ne m'a pas laissé nettoyer ta chambre. Tout restait intact. Il disait qu'ainsi il sentait que tu étais encore là. Elle a raconté que Matteo n'avait pas disparu immédiatement. Pendant la première année il était resté à Séville. Il avait continué à travailler, mais vivait comme une ombre. Il ne sortait pas, il n'avait pas d'amis. Chaque week-end il conduisait en silence jusqu'à près de l'école maternelle où je travaillais ou jusqu'au parc où j'avais l'habitude d'emmener Alba jouer. Il vous regardait seulement de loin. Pilar a sangloté. Il n'osait pas s'approcher. Il avait peur que tu le haïsses, que tu ne veuilles pas le voir. Il restait seulement là à regarder jusqu'à ce qu'il vous perde de vue et puis rentrait à la maison. La tête basse. Une fois je l'ai suivi, je l'ai vu debout sous un arbre en vous regardant. Toi et Alba sur les balançoires, et il a éclaté en sanglots. Un homme de 30 et quelques années pleurant au milieu du parc comme un enfant. Chaque parole de Pilar était comme une aiguille se plantant dans mon cœur. J'ai essayé d'imaginer la scène. Lui nous regardant, Alba et moi, de loin, le cœur brisé, mais sans pouvoir s'approcher. Quelle torture, quelle lutte interne il avait dû supporter. Et un jour a continué Pilar. Il est rentré à la maison et m'a dit qu'il ne pouvait plus rester dans cette ville. Que partout où il allait il voyait ton fantôme. Il a dit qu'il devait partir très loin pour que tu puisses vraiment l'oublier et commencer une nouvelle vie. J'ai pleuré. Je l'ai supplié de rester, mais il ne m'a pas écouté. Il a dit que c'était le mieux pour toi. Et le truc avec Marcos, le médecin, ai-je demandé sans réfléchir. Pilar m'a regardé surprise. Comment? Comment le sais-tu? J'ai seulement menti. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais commencé une nouvelle relation. Cela lui causerait seulement plus de remords. Matteo a appris pour toi et le médecin. Pilar a soupiré. Il vous a vu ensemble une nuit. Il est rentré à la maison très ivre. Il m'a dit, il semble qu'elle ait déjà trouvé le bonheur. Maintenant je peux partir tranquille. Je suis resté glacé. Ainsi son départ était aussi en partie dû au fait qu'il pensait que j'avais déjà trouvé un nouvel amour. Il avait choisi de se retirer en silence pour ne pas être un obstacle à mon bonheur. Matteo, quel fou tu es. Fou jusqu'à la cruauté. Clara. Pilar m'a pris la main qui était glacée. Je suis désolé, j'ai été trop égoïste, trop cruel avec toi. Je pensais protéger mon fils. Te donner une issue. Mais je me suis trompé. Je t'ai arraché le droit d'aimer et j'ai volé à Matteo ces derniers jours. Aux côtés de la personne qu'il aimait le plus. Je suis une mauvaise mère. Les deux femmes, belle-mère et belle-fille. Nous n'avions plus aucune barrière entre nous. Nous partagions la même douleur, le même regret. Nous avons pleuré ensemble pour un homme qui était quelque part seul. Luttant contre la maladie et la solitude. Nous avons pleuré pour un amour beau, brisé par les malentendus et le sacrifice aveugle. Après un long moment, quand nous nous sommes toutes deux calmées. J'ai regardé les cartes postales sur la table. Pilar, je dois le trouver, ai-je dit avec fermeté. Je ne peux plus jamais le laisser seul. Pilar a acquiescé en s'essuyant les larmes. Mais où le cherchons-nous? J'ai pris la carte postale d'un paysage de montagne, des pics d'Europe. Je crois savoir par où commencer. Je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait écrit dans son journal. Si seulement je pouvais avoir une petite cabane en bois près d'un lac. Seulement m'asseoir chaque jour pour dessiner Clara et voir le coucher de soleil. Ce serait le paradis. Le nord de l'Espagne a beaucoup de lacs, mais j'étais sûr que je le trouverais. Je ne renoncerai pas car je savais que quelque part il m'attendait encore et cette fois je ne le ferai plus attendre une seconde de plus. Le regret tardif de Pilar. Bien qu'il ne puisse pas changer le passé, il m'avait donné une piste. Un rayon d'espoir et avait aussi effacé les derniers vestiges de rancœur dans mon cœur.
Maintenant nous n'étions plus belle-mère et belle-fille. Nous étions deux femmes avec un même objectif, trouver l'homme que nous aimions. La confession de Pilar, bien que tardive, a allumé en moi une flamme, une détermination ardente. Je devais trouver Matteo. Je ne pouvais pas le laisser marcher seul et à tâtons vers la fin du chemin dans la solitude et la maladie. Les cartes postales sans expéditeur, les phrases courtes. C'étaient des pièces détachées d'un puzzle mystérieux. Mais il y avait une pièce, un détail qui se répétait dans mon esprit. Le nord. La montagne, l'image des forêts des Asturies. Les lacs aux eaux tranquilles et surtout la phrase de son journal. J'étais convaincu que ce n'était pas un rêve passager, mais une obsession. Le refuge qu'il avait choisi pour son âme. Et mon voyage commencerait là. Je ne pouvais pas partir comme ça. J'avais Alba, mon travail à l'école. J'avais besoin d'un plan. J'ai demandé une semaine de permission, alléguant une affaire familiale importante dans mon village. J'ai laissé Alba chez mes parents, leur mentant et leur disant que je devais assister à un cours de formation. Voir ma petite me dire au revoir de la main m'a brisé le cœur. Je suis désolé, ma vie. Ce sera seulement pour un temps. Ensuite maman et toi serons à nouveau ensemble. Je lui ai promis en silence. Avant de partir je suis passé chez Pilar. Elle m'a donné les quelques économies qui lui restaient. Clara. Prends ça pour le voyage. Je ne peux pas t'aider beaucoup plus. Seulement prier pour vous. Je ne l'ai pas refusé car je savais que dans cet argent allait tout son cœur. Je lui ai seulement pris la main. Prenez soin de vous, Pilar. Je vous le ramènerai. Le bus de nuit m'a emmené de la bruyante et chaude Séville vers la verte et montagneuse Corniche. Cantabrique. Pendant tout le voyage je n'ai pas fermé l'œil. Je relisais le journal de Matteo encore et encore à la recherche de n'importe quelle piste. Aussi petite soit-elle, mais il n'y avait rien de plus. Seulement sa douleur et son amour silencieux. Plasmé dans chaque page, je suis arrivé dans un petit village de Cantabrie. Près des pics d'Europe, un matin tôt, quand la vallée était encore couverte d'un voile de brume. L'air frais et humide m'a fait frissonner. J'ai loué une chambre dans une petite auberge. J'ai laissé les bagages et j'ai commencé la recherche immédiatement. La zone était immense, pleine de vallées et de sentiers. Chercher une personne sans adresse concrète était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'avais une foi aveugle qu'il était là, quelque part près de ces lacs de montagne. J'ai commencé par les endroits les plus connus de la région. J'ai loué une voiture et j'ai parcouru les routes qui serpentaient dans les vallées. Je me suis arrêté dans chaque café. Dans chaque petite galerie d'art. Dans chaque boutique de souvenirs. Je montrais la photo de Matteo à tous ceux que je rencontrais. Excusez-moi. Avez-vous vu cet homme par ici? C'est un peintre. Il aime beaucoup dessiner. Mais la réponse était toujours la même. Un hochement de tête négatif. Il me regardait comme une femme aux yeux anxieux. Avec compassion. Quelqu'un m'a même conseillé aimablement, Madame. Par ici passent beaucoup de touristes et d'artistes. Trouver quelqu'un comme ça est très difficile. Je ne me suis pas découragé. J'ai parcouru les villages les plus emblématiques. Je me suis enfoncé dans des chemins ruraux, dans des hameaux cachés entre les montagnes. J'ai demandé à des chauffeurs de taxi, à des commerçants, à des éleveurs qui travaillaient dans les prairies, mais le résultat restait nul. 2 jours ont passé. J'avais parcouru presque tous les recoins connus de la zone. J'avais les pieds en morceaux et la gorge sèche à force de demander. La nuit, seul dans la chambre froide de l'auberge. La solitude et le désespoir ont commencé à m'envahir. Et si je m'étais trompé? Et s'il n'était pas ici? Ou si déjà? Je n'osais pas y penser. J'ai serré sa photo et les larmes coulaient sans cesse. Le 3e jour j'ai décidé de changer de tactique. Au lieu de chercher sans but, je devais penser comme lui. Si j'étais lui voulant me cacher malade, quel type d'endroit choisirais-je? Sûrement pas un endroit bruyant et fréquenté, mais un lieu tranquille, paisible, en pleine nature. Et cet endroit devait avoir un lac. J'ai ouvert une carte de la région. Mes yeux se sont arrêtés sur les lacs de Covadonga, sur le versant asturien. 2 grands lacs glaciaires isolés au cœur du parc national. Entourés de forêts et de prairies de haute montagne. Autour il y avait à peine des constructions, sauf quelques refuges et petites cabanes.
Une petite cabane en bois près d'un lac. Les paroles de son journal ont résonné à nouveau dans ma tête. C'était là. J'ai ressenti une secousse. Immédiatement j'ai pris la voiture et je me suis dirigé vers Covadonga. La route qui montait au lac était étroite et pleine de virages. Le paysage des deux côtés était d'une beauté saisissante. Mais je n'avais pas l'esprit pour l'admirer. Je cherchais seulement avec attention. La zone des lacs était très vaste. J'ai commencé par le petit embarcadère. J'ai à nouveau entrepris ma tâche de demander. Mais cette fois la chance a commencé à me sourire quand j'ai montré la photo à un batelier. Un homme âgé au visage buriné par le soleil et le vent. Il a plissé les yeux, l'a regardé un moment et a dit. Ce visage me dit beaucoup. Je crois l'avoir croisé sur le lac quelquefois. Il porte habituellement un chevalet de peintre. Mon cœur a fait un bond. Et savez-vous où il loge? Eh bien je ne suis pas sûr. Mais il demande toujours qu'on le laisse près de la pente là-bas. A-t-il dit en pointant du doigt une colline boisée et isolée sur la rive opposée. Là où il y a quelques cabanes à louer. Peu de gens y vivent. Je l'ai remercié 1000 fois avec un espoir immense grandissant en moi. J'ai loué immédiatement une barque, demandant à l'homme de m'emmener à cette pente. Quand la barque a accosté, j'ai sauté sur la rive et j'ai commencé à monter par le sentier qui ascendait la colline. Le chemin était escarpé et glissant, mais je ne sentais plus la fatigue. Je marchais seulement vers l'avant, vers l'endroit où je croyais qu'il était. Et alors, en arrivant à mi-pente, je les ai vus. 3 petites cabanes en bois cachées sous de vieux chênes. J'ai senti que mon cœur sortait de ma poitrine. Il était dans l'une de ces 3 cabanes. J'ai respiré profondément, essayant de me calmer, et je me suis dirigé vers la première. L'apparition soudaine de Marcos dans un endroit aussi éloigné, juste à ce moment si délicat, m'a laissé le cœur noué. La conversation au café, bien que j'ai essayé d'être ferme, n'a pas pu effacer la bonté et l'affection sincère de son regard. Ce qui m'a fait me sentir encore pire. Il ne m'a rien reproché, il n'a pas insisté. Il a seulement accepté ma décision en silence et s'est inquiété pour moi. Cela a tout rendu plus difficile. J'ai pensé qu'après cette conversation il comprendrait et que nous ne parlerions plus pendant un temps. Mais je me trompais. Le lendemain matin, juste quand je me préparais à continuer ma recherche vers les lacs, mon téléphone a sonné. C'était Marcos. Clara. As-tu pris ton petit déjeuner? Sa voix était aussi chaleureuse et attentive que toujours. Oui, merci, Marcos. J'ai répondu, un peu gêné. Quels sont tes plans pour aujourd'hui? A-t-il demandé. J'ai une affaire personnelle à régler. J'ai essayé d'être vague. Je ne voulais pas qu'il sache pour ma recherche. C'était mon histoire avec Matteo et je ne voulais pas impliquer une 3e personne. Mais Marcos, avec l'acuité d'un médecin et la sensibilité d'un homme expérimenté, a semblé le deviner. Clara, a-t-il dit d'une voix plus grave. Je sais que tu le cherches. Je suis resté glacé. Comment? Comment le sais-tu? Ta mère me l'a dit. Il a soupiré. Après ton départ. Elle est restée très inquiète. Elle m'a appelé et m'a tout raconté. Elle espérait que je pourrais t'aider. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai été ému par l'inquiétude de ma mère, mais je me suis senti submergé par celle de Marcos. Ne te fâche pas contre elle, a-t-il continué. Elle s'inquiète seulement pour toi. Et moi aussi. Clara. Je sais que c'est très important pour toi. Mais cette zone est très grande et solitaire. La chercher seule est épuisant et dangereux. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. M'aider, j'ai hésité, mais ceci est une affaire privée. Je le sais, m'a-t-il interrompu. Je ne m'immiscerai pas. Je veux seulement être proche comme un ami. Je connais bien la zone. Avec moi tu seras plus en sécurité. Et oui. S'il arrivait quelque chose, au moins tu ne serais pas seul. Son offre m'a laissé dans une mer de doute. La raison me disait que je devais refuser. Ce voyage était le mien. La présence de Marcos compliquerait tout. Ce ne serait juste ni pour lui ni pour Matteo. Mais mon cœur me disait autre chose. J'étais vraiment épuisé. 3 jours seul, errant, affrontant le désespoir, m'avait laissé au bord de mes forces. L'idée d'avoir une épaule sur laquelle m'appuyer, même si ce n'était que temporairement, est devenue étrangement tentante.
J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Ce fut la seule chose que j'ai pu répondre. D'accord. Je ne te presserai pas, a dit Marcos. Je suis dans le hall du Parador. Si tu as besoin de moi, appelle-moi quand tu veux. Il a raccroché, me laissant seul avec mes émotions bouleversées. Je me suis assise sur le lit en regardant par la fenêtre. Le soleil de la montagne était brillant, mais mon cœur était gris. Que devais-je faire? Accepter l'aide de Marcos signifiait lui donner un espoir que je savais ne pas pouvoir correspondre. Mais la refuser signifiait écarter une personne au bon cœur et continuer mon voyage en solitaire. J'ai passé toute la matinée à penser. Je me suis souvenu des fois où Marcos m'avait écouté pleurer patiemment. Des fois où il avait joué avec Alba, des dîners chaleureux qu'il nous avait préparés. C'est un bon homme, le type d'homme que toute femme désirerait. Mais alors l'image de Matteo, maigre, fragile, avec son regard douloureux dans la cabane en bois, est revenue dans mon esprit. Je ne pouvais pas trahir son amour et son sacrifice. Finalement j'ai pris une décision. J'ai appelé Marcos. Marcos, je te remercie pour ta gentillesse. Mais je crois que je dois parcourir ce chemin seul. C'est quelque chose que je dois faire pour lui. Et pour moi-même. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Puis j'ai entendu Marcos soupirer. Je comprends, Clara. Je respecte ta décision. Mais promets-moi que tu feras attention. Et s'il arrive quoi que ce soit, aussi petit soit-il, appelle-moi immédiatement. Tu me le promets? Je te le promets, ai-je dit avec un nœud dans la gorge. Merci pour tout. Cette conversation, bien qu'elle ait été un refus, m'a soulagé. Je savais que quoi que je choisisse, il y avait quelqu'un disposé à m'aider si j'en avais besoin. Cela m'a donné des forces. Je ne me sentais plus aussi seul. L'après-midi je me suis dirigé vers les lacs. Cette fois mon état d'esprit était différent. Je n'étais plus perdu. J'avais un objectif clair et une foi inébranlable. Je croyais que je le trouverais et je croyais aussi avoir la force d'affronter ce qui viendrait. Après. Quand j'ai garé au pied de la colline, j'ai levé les yeux vers les cabanes qui se devinaient entre les arbres. Je n'avais plus peur, je ressentais seulement un élan, une connexion invisible. Je savais qu'il était là-haut à m'attendre et j'allais à sa rencontre. Mon voyage pour trouver mon ex-mari n'était plus seulement une recherche, mais une confrontation. Une confrontation avec le passé, avec le présent et avec les émotions complexes de mon propre cœur. Après presque une demi-heure à lutter contre la pente, les 3 cabanes en bois sont enfin apparues devant mes yeux, blotties sur la pente. Regardant le lac. Elles semblaient vieilles, simples, intégrées dans la nature de façon rustique. J'ai éteint le moteur de la voiture et j'ai respiré profondément pour me calmer. Je me suis approché de la première cabane et j'ai frappé doucement à la porte en bois décoloré. Un moment après, un vieil homme aux cheveux blancs et au visage aimable a ouvert. « Qui cherchez-vous, mademoiselle ?» « Bonsoir, ai-je dit respectueusement. Excusez le dérangement. Je cherche une connaissance. C'est un peintre. Il pourrait louer une maison par ici. J'ai une photo de lui. » En tremblant, je lui ai montré la photo de Matteo. Le vieil homme a plissé les yeux et a secoué la tête. Non. Je n'ai pas vu ce jeune homme. Ici nous vivons seulement moi et un jeune garçon qui est dans la dernière cabane. La dernière cabane. Mon cœur a fait un bond. Et comment est-il? Il sort très peu. Il semble ne pas être en très bonne santé. Il passe là. Journée à la maison à peindre ou quelque chose comme ça, a dit le vieil homme. En indiquant vers la cabane qui se cachait derrière un massif de genêts en fleurs. Je l'ai remercié avec effusion et j'ai presque couru vers là. Chaque pas que je faisais semblait marquer le rythme de mon cœur. La dernière cabane semblait encore plus vieille que les 2 autres. Avec le toit couvert de mousse. Sur le porche il y avait un chevalet vide et quelques tubes de peinture éparpillés. La porte était entr'ouverte. Je suis resté là immobile, n'osant pas frapper. J'avais peur. Peur d'affronter la réalité, peur que son image ne soit plus celle que je me souvenais. Mais alors j'ai pensé à tout ce qu'il avait souffert seul. Je ne pouvais plus le laisser seul une seconde de plus. J'ai poussé doucement la porte. Elle a grincé en frottant le sol en bois, un son sec et mélancolique. Et alors je l'ai vu. Il était dos à la porte, face à une grande toile. Il avait beaucoup maigri, son dos, autrefois large, semblait maintenant fragile et courbé.
Il avait quelques cheveux gris. Il essayait de peindre, mais sa main tremblait tellement qu'il ne pouvait pas tenir le pinceau. Le pinceau est tombé par terre avec un petit coup sec. Il a laissé échapper un soupir fatigué. S'est retourné lentement. Et alors nos regards se sont rencontrés. Le monde entier sembla s'arrêter à cet instant. Ses yeux, autrefois brillants et chaleureux, étaient maintenant enfoncés. Fatigué et plein d'étonnement. Il m'a regardé avec les lèvres sèches, bougeant sans pouvoir articuler un mot clair. Il a enfin réussi à dire. Sa voix était rauque et faible, comme un murmure du vent. Je n'ai pas pu contenir plus longtemps les larmes qui ont jailli comme un torrent. Je n'ai rien pu dire. J'ai seulement couru pour serrer son corps maigre et fragile. Je t'ai trouvé, Matteo. Il m'a aussi serré fort dans ses bras, comme s'il craignait que tout soit un rêve. Que je disparaisse. Je pouvais sentir son corps trembler, sentir ses larmes chaudes mouiller mon épaule. Nous sommes restés là serrés, pleurant dans la petite cabane en bois. Au milieu de la forêt silencieuse. La douleur, la rancœur, le malentendu de 3 ans. Tout s'est dissous dans l'étreinte des retrouvailles. Il ne restait que l'amour et une compassion infinie. Comment? Comment m'as-tu trouvé? Il s'est écarté en m'essuyant les larmes avec sa main tremblante. Je t'ai cherché partout, ai-je dit étouffé par l'émotion. Je sais tout. La maladie, le journal. La raison pour laquelle tu m'as quitté. Il est resté paralysé, les yeux très ouverts, plein de panique et de honte. Tu as tout vu? Il a reculé d'un pas, comme voulant fuir. Non, ne me regarde pas. Je fais pitié. Je n'ai pas avancé et je lui ai pris la main avec force. Tu ne fais pas pitié. Tu es l'homme le plus faux et le plus noble que j'ai connu. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu tout porté seul? Sais-tu comment j'ai vécu ces 3 ans? Pleine de haine et de douleur. Il a baissé la tête d'une voix pleine de regret. Je suis désolé, Clara. Je voulais seulement que tu sois heureuse. Mon bonheur est d'être avec toi. J'ai crié et les larmes ont à nouveau jailli. Peu m'importe comment tu es. Peu m'importe l'avenir. J'ai seulement besoin de toi. Il a levé les yeux avec les yeux rougis. Mais je ne peux pas. Je serai un fardeau pour toi, pour Alba. J'ai secoué la tête. J'ai posé sa main sur mon cœur, où je sentais encore sa chaleur. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon mari. Le père de notre fille. Nous sommes une famille et la famille est là pour être unie. Pour surmonter ensemble toutes les difficultés. Je lui ai parlé d'Alba, de combien elle avait grandi. De combien elle était intelligente et adorable. Je lui ai montré les dernières photos d'elle sur mon téléphone. Il a regardé notre fille avec les lèvres tremblantes et les larmes ont à nouveau roulé sur ses joues. Elle est comme toi. Elle te manque beaucoup, ai-je dit. Tous les jours elle demande où est papa, quand il va revenir. Mes paroles furent comme un couteau dans son cœur. Il a enfoui sa tête dans mon épaule et a pleuré inconsolablement comme un enfant. La douleur, le tourment qu'il avait réprimé pendant tant d'années a enfin explosé. Je l'ai serré, je l'ai consolé. C'est fini, tout est passé. Je suis ici. Je n'irai nulle part. Nos retrouvailles n'ont pas eu de fleurs ni de chandelles, seulement des larmes. La vérité et un amour qui avaient survécu à la séparation et à la maladie. Je l'avais trouvé. Et cette fois je ne le laisserai plus jamais partir. Les jours suivants furent un mélange de bonheur et de douleur. Bonheur parce que je pouvais enfin être à ses côtés. Soigner de mes propres mains l'homme que j'aimais. Douleur, parce que j'étais témoin jour après jour de comment la cruelle maladie le dévastait. L'humeur de Matteo s'est beaucoup améliorée depuis mon arrivée. Il souriait plus, il parlait plus. Il m'a raconté sa vie solitaire là-bas, les tableaux qu'il avait peints. Combien nous lui avions manqué, à Alba et à moi. Il essayait même de marcher, de bouger. Comme voulant s'accrocher aux dernières forces qui lui restaient. Mais la maladie de Huntington n'a pas de pitié. Les tremblements étaient de plus en plus fréquents et sa mémoire a commencé à faillir de façon alarmante. Parfois, au milieu d'une conversation il s'arrêtait soudain avec le regard perdu. Quoi? Que allais-je dire? Il se grattait la tête avec un sourire forcé. Le voir ainsi me brisait l'âme. Je pouvais seulement sourire et lui prendre la main. Peu importe, chérie. Parlons d'autre chose. Je me suis consacré corps et âme à le soigner. Je lui préparais des repas nutritifs.
Je recherchais des thérapies qui pourraient ralentir l'avancée de la maladie. Je lui lisais des livres, je lui mettais la musique qu'il aimait. Je voulais que ces derniers jours soient les plus paisibles et pleins possibles. Je pensais que nous parcourions ensemble ce chemin. Je rêvais de le ramener à Séville pour qu'il voie Alba. Pour qu'il vive ses derniers jours entouré de sa famille. Mais Matteo avait d'autres plans. Son amour pour moi était trop grand, si grand qu'il ne se permettait pas d'être un fardeau pour moi. Un après-midi, pendant que nous étions assis sur le porche à voir le coucher de soleil sur le lac. Il m'a pris la main avec un sérieux inhabituel. « Clara, tu es ici depuis presque un mois. Ne devrais-tu pas rentrer ?» Je suis resté glacé. « Que dis-tu » ? Je t'ai dit que je ne partirais pas, il a secoué la tête, avec un regard ferme. « Tu ne peux pas rester ici pour toujours. Tu as Alba, ton travail. Un avenir devant toi. Tu ne peux pas enterrer ta vie ici avec une épave comme moi. Tu n'es pas une épave. » Je l'ai repoussé avec un mélange de colère et de douleur. « Tu es mon mari. »« Je ne suis plus ton mari, Clara, » a-t-il dit avec amertume. « Nous avons divorcé. J'ai signé ces papiers et je l'ai fait pour te libérer. Tu ne peux pas revenir. Par pitié. » Ce n'est pas de la pitié. J'ai crié et les larmes ont à nouveau jailli. C'est de l'amour. Je ne comprends pas, il m'a essuyé les larmes avec sa main tremblante. Et précisément parce que je comprends, je ne peux pas te laisser rester. Regarde-moi. Clara. L'homme que je suis aujourd'hui n'est pas le Matteo dont tu es tombée amoureuse. Je ne peux pas manger seul, je peux à peine marcher. Bientôt je ne te reconnaîtrai plus. Je ne me souviendrai de rien. À quoi bon rester ? Pour voir chaque jour comment la personne que tu aimes s'évanouit. Pourras-tu le supporter ? Ces paroles furent comme des poignards directs à mon cœur. Je savais que tout ce qu'il disait était vrai, mais je ne pouvais pas l'accepter. Je le supporterai. Je supporterai ce qu'il faudra, pourvu d'être à tes côtés. Mais moi je ne le supporte pas, il m'a interrompu d'une voix suppliante. Je ne supporte pas de te voir souffrir. De te voir épuisé par moi. Je ne supporte pas d'être un fardeau. Une chaîne qui attache ta vie. Clara, s'il te plaît, comprends-le. Il s'est agenouillé et m'a serré dans ses bras. Rentre à la maison. Vis ta vie. Trouve un autre homme. Un qui te rende heureuse. C'est la seule chose que je désire. Savoir que toi et Alba êtes heureuses. Où que je sois, cela me fera sourire. J'ai enfoui ma tête dans son épaule, pleurant inconsolablement. Je savais que ce n'étaient pas des paroles impulsives, mais une décision très méditée. Il utilisait son propre amour pour m'éloigner à nouveau. Il sacrifiait son propre bonheur pour ma tranquillité. J'ai essayé de le convaincre, de le supplier, mais il n'a pas changé d'avis. Il a commencé à se montrer froid, distant, il refusait que je le soigne. Il faisait les choses par lui-même, bien que cela lui coûte un monde. Il a cessé de me parler, de sourire. Il élevait à nouveau un mur pour m'obliger à partir. Je savais que je ne pouvais pas le faire changer. Sa décision naissait d'un amour trop sublime, trop altruiste et je devais la respecter. Aussi douloureux que cela soit. J'ai cru que je devrais partir à nouveau, que je devrais obéir au plan si noble. Mais en même temps si cruel de Matteo. J'ai fait la valise. J'ai acheté un billet de bus pour retourner à Séville. La dernière nuit je me suis assis seul sur le porche de la cabane, regardant le lac. Aussi calme qu'un miroir qui reflétait des milliers d'étoiles. Le vent froid de la montagne, avec son odeur de pin et de terre humide, s'infiltrait dans mes os. Faisant que mon cœur se sente encore plus vide. Je me suis demandé si partir était vraiment le mieux pour nous deux. Respecter sa décision signifiait le laisser seul ici, affrontant la dévastation de la maladie. Ou était-ce seulement de la lâcheté, une façon de fuir la douleur? De voir comment la personne que j'aimais s'évanouissait. Je me suis souvenu de ces paroles. Je ne supporte pas de te voir souffrir. Mais il ne savait pas que ma plus grande souffrance n'était pas de le soigner. Mais de ne pas pouvoir être à ses côtés. La douleur de savoir qu'il était quelque part, seul, impuissant. Et de ne rien pouvoir faire était 1000 fois pire que n'importe quelle fatigue physique. L'amour ne consiste pas toujours à recevoir. Parfois l'amour est donné, et se sacrifier. Est accompagner la personne que tu aimes à travers la tempête. Il avait choisi de sacrifier son bonheur pour me donner un avenir. Alors,
Pourquoi ne pouvais-je pas sacrifier cet avenir qu'il avait conçu pour moi en échange des précieux moments qu'il nous restait ensemble? Cette pensée fut comme un courant électrique. Je me suis réveillé. Non, je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas l'abandonner à nouveau. Je l'avais perdu une fois par un malentendu. Je ne pouvais pas le perdre une seconde fois par faiblesse. Le lendemain matin, quand Matteo s'est réveillé, il m'a trouvé assise à ses côtés avec un sourire tranquille. La valise que j'avais faite la veille était à nouveau dans un coin. « Tu n'es pas parti ?» a-t-il demandé surpris, avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Je ne vais nulle part », ai-je dit avec fermeté. « Je reste ici. » Clara. « Je t'ai déjà dit », a-t-il essayé de protester, mais je lui ai mis un doigt sur les lèvres. « Chut, écoute-moi. » Je l'ai regardé directement dans les yeux, non plus avec supplique, mais avec un calme inébranlable. « Matteo, je respecte ton amour, je comprends ton sacrifice. Mais je ne l'accepte pas. Tu n'as pas le droit de m'enlever le privilège d'être aux côtés de la personne que j'aime. Tu as déjà assez souffert seul. À partir de maintenant, laisse-moi partager la charge avec toi. » Il m'a regardé avec les yeux rougis et a secoué la tête. « Mais je serai un fardeau. » « J'accepte cette charge, les jeux interrompus. Et si nous ne revenons pas à être ensemble comme mari et femme? Ma proposition l'a laissé stupéfait. Nous serons ensemble comme deux amis, deux âmes sœurs. Je serai ton amie, celle qui te soignera. Celle qui peindra avec toi. Celle qui verra le coucher de soleil à tes côtés. Je ne t'attacherai pas avec un papier. Je ne t'exigerai pas d'être un mari parfait. J'ai seulement besoin d'être ici à tes côtés jusqu'au dernier jour. Peux-tu me donner cette opportunité? Matteo m'a regardé stupéfait. Il n'avait probablement jamais considéré cette possibilité, non comme sa femme, mais comme sa compagne. Un lien non légal, mais d'affection, de la compréhension la plus profonde. Il a gardé le silence pendant un long moment. J'ai vu la lutte dans ses yeux. Il voulait me retenir et en même temps m'éloigner. Finalement il a soupiré. Un soupir d'impuissance, mais aussi d'acceptation. Il a acquiescé légèrement. Mes larmes ont à nouveau jailli, mais cette fois elles étaient de bonheur. J'avais gagné, non pas lui, mais l'égoïsme de son amour. Je l'avais convaincu que le véritable amour n'est pas libérer l'autre, mais l'accompagner jusqu'à la fin. À partir de ce jour a commencé un nouveau chapitre, le dernier et le plus beau de notre histoire. J'ai appelé Pilar et je lui ai raconté ma décision. Elle a pleuré au téléphone. « Clara, quelle folie. Mais merci, ma fille. Merci. » J'ai aussi appelé Marcos. Je lui ai tout expliqué. Il a gardé un long silence et puis a seulement dit, « Clara, si c'est ce qui te donne la paix. Je te soutiens. Prends bien soin de toi et souviens-toi que je serai toujours là. » Ces paroles m'ont soulagé. Je savais que j'avais blessé un bon homme, mais je ne pouvais pas vivre en me trompant moi-même. J'ai fait les arrangements pour qu'Alba vienne. J'ai engagé une nounou de confiance pour m'aider. Je voulais que dans les derniers mois de sa vie père et fille puissent être ensemble. Le jour où Alba est arrivée, la petite cabane s'est remplie de vie. Le rire cristallin de ma fille fut comme un baume. Matteo, pour la première fois depuis des années, a pu serrer sa fille dans ses bras. Il a pleuré des larmes de bonheur paternel. Ma décision de rester n'a pas été un sacrifice aveugle, ce fut un choix du cœur. Un choix pour écrire une fin complète pour un amour plein de tempêtes, mais immensément profond. Notre vie dans la cabane près du lac s'est écoulée de façon simple, mais incroyablement précieuse. Chaque jour qui passait, pour d'autres pourrait être un jour normal. Mais pour nous c'était un cadeau. Nous ne pensions plus à l'avenir lointain ni ne nous tourmentions pour le passé. Nous vivions simplement pleinement chaque moment du présent. La santé de Matteo se détériorait jour après jour. Les tremblements étaient plus fréquents et sa mémoire faillit notably. Certains matins il se réveillait et me regardait avec étrangeté, comme s'il ne me reconnaissait pas. Dans ces moments mon cœur se serrait, mais je ne pleurais pas devant lui. Je souriais seulement et lui prenais la main. « Je suis Clara, ta femme », disais-je femme exprès. Car je savais qu'au plus profond de son esprit ce mot avait encore un poids spécial. Il me regardait un moment et peu à peu son regard s'éclaircissait. « Clara. Je me souviens maintenant, disait-il et il souriait. Un sourire faible, mais le plus beau du monde. La présence d'Alba fut une médecine miraculeuse.
Avec son innocence et sa joie, elle a illuminé ses derniers jours. Elle ne savait pas que son père était malade, elle savait seulement qu'il l'aimait follement. Chaque après-midi, j'aidais Matteo à s'asseoir sur le porche et nous voyions Alba jouer dans le jardin. Improvisé. La petite fille cueillait des fleurs sauvages. Courait pour me les mettre dans les cheveux et puis allait donner un baiser sur la joue à son père. Papa, papa, regarde comme maman est belle. Il souriait et acquiesçait. Très belle. Ta mère est toujours la plus belle. Ces moments si simples et quotidiens sont des souvenirs que je porterai gravés dans l'âme toute ma vie. Nous avons fait ensemble tout ce que nous n'avions pas eu l'occasion de faire auparavant. Nous avons vu l'aube sur le lac. Nous avons écouté de vieilles chansons. Nous avons lu des livres. Il ne pouvait plus peindre, mais il adorait me voir le faire. J'ai appris à peindre en suivant ses instructions. J'ai dessiné tout ce qui nous entourait, la cabane, les arbres, le lac et le sourire d'Alba. Tu peins très bien, avait-il l'habitude de dire, bien que mes dessins soient maladroits. À mes yeux, tout ce que tu fais est parfait. Les jours où sa mémoire était plus lucide. Il me racontait des histoires de quand nous nous sommes connus. Il se souvenait de notre premier rendez-vous, de notre premier baiser. Il se souvenait de chaque détail, jusqu'à la robe que je portais et la chanson qui sonnait au café. J'ai peur, m'a-t-il avoué une fois. Peur qu'un jour j'oublie tout cela. C'est pour cela que j'ai tout écrit dans le journal. Pour que si un jour je ne m'en souviens pas, au moins ces pages s'en souviennent pour moi. Notre amour dans ces derniers jours s'est sublimé, il est devenu plus pur et noble que jamais. Ce n'était plus la passion de la jeunesse ni les reproches de la vie conjugale. C'était sacrifice, compréhension et compagnie jusqu'à la fin. Je le soignais, non par obligation, mais par amour, et il acceptait mes soins, non par impuissance. Mais parce qu'il savait que c'était la seule façon de me donner la paix. Nous n'étions plus celui qui donne et celui qui reçoit. Nous étions deux moitiés d'une même âme, nous soutenant dans le dernier tronçon du chemin. Un jour, il m'a dit, « Clara, je veux peindre un dernier tableau. » Cela m'a surprise, mais rapidement je lui ai préparé le chevalet et les couleurs. Sa main tremblait tellement qu'il ne pouvait pas tenir le pinceau. J'ai dû tenir sa main, le guider dans chaque trait. Il voulait nous peindre, Alba et moi. Cela lui a pris une semaine entière en utilisant jusqu'à la dernière goutte de son énergie pour terminer le tableau. Techniquement il n'était pas parfait. Le trait était tremblant, les couleurs se mélangeaient en certains points, mais il avait une âme. Une vie étrange. Dans le tableau, Alba et moi étions au milieu d'un champ de tournesol sous un soleil radieux. Nous sourions toutes les deux. Un sourire lumineux, heureux regardant vers le spectateur, vers lui. Quand il a donné la dernière touche, il a lâché le pinceau et a souri. Satisfait, beau, a-t-il murmuré. C'est tout ce que je veux me souvenir. Le lendemain il ne me reconnaissait plus, il restait seulement assis en silence avec le regard vide. Mais de temps en temps il regardait le tableau et un faible sourire se dessinait sur ses lèvres. Son amour à la fin avait vaincu l'oubli. Le dernier tableau était terminé. Il restait sur son chevalet, au milieu de la cabane, comme un phare brillant et tenace. Défiant l'obscurité de la maladie et de l'oubli qui planait sur Matteo. Il avait versé dedans tout ce qui lui restait. La dernière force de ses mains tremblantes. Le dernier éclat de lucidité dans son esprit qui s'évanouissait et tout un amour infini pour moi et pour notre fille. Le tableau n'était pas seulement une image, c'était le résumé d'une vie. Un testament sans parole et un adieu plein d'amour. Dans lui, Alba et moi étions au milieu d'une mer de tournesol qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Où le soleil naissait resplendissant. La chaude lumière dorée de l'aube nous enveloppait en créant un halo magique. Je portais la simple robe blanche qu'il aimait tant. Avec les cheveux détachés au vent, mon regard ne se fixait sur aucun point. Mais semblait regarder plus loin, vers le spectateur, vers lui. Un regard plein de tendresse, de confiance et d'une profonde paix. Alba dans mes bras regardait aussi vers le haut avec ses grands yeux clairs et un sourire d'une oreille à l'autre qui laissait voir ses petites dents de lait. Son rire était pur, sans une ombre de tristesse. Matteo ne s'était pas peint lui-même. Il avait choisi de rester derrière à la place du peintre, de l'observateur. Du gardien de cet instant de bonheur éternel. Avec cela il nous léguait son plus grand désir, un avenir brillant. Une vie pleine de soleil et de rire pour nous. Une vie où il n'y aurait aucune trace de la tristesse. De la maladie et de la douleur de la séparation qu'il était en train de souffrir. Il avait voulu s'effacer lui-même de notre avenir pour qu'il soit parfait et complet.
Depuis qu'il a terminé le tableau, Matteo a empiré visiblement. Il n'avait plus de force pour se promener près du lac. Il pouvait à peine s'asseoir ou rester allongé. Les spasmes étaient plus fréquents et le pire de tout, l'oubli s'est emparé de lui. La cruelle maladie allait effaçant le disque dur de sa mémoire. Il a commencé à oublier des petites choses. Le nom du médecin, ce qu'il venait de manger, le sentier qui descendait au lac. Mais étrangement, miraculeusement, il n'a jamais oublié le tableau. Chaque jour, aussi fatigué qu'il soit, il me demandait de l'aider à s'asseoir face à lui. Il pouvait passer des heures à le regarder en silence et un faible sourire, presque enfantin, se dessinait sur ses lèvres. Ce tableau était devenu son encre, son dernier fil conducteur avec le monde, avec son amour. Avec la personne qu'il avait été. Je savais qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps. J'ai appelé Pilar pour la mettre au courant. Sa voix s'est brisée de l'autre côté du téléphone. Elle voulait venir immédiatement pour voir son fils une dernière fois. Mais je lui ai conseillé d'attendre. Pilar, lui ai-je dit en essayant de garder mon calme. En ce moment il ne reconnaît personne. J'ai peur que si elle vient et le voit ainsi, ce sera trop dur pour vous. Laissez-moi le soigner ici. Quand le moment arrivera je vous avertirai. Elle a accepté entre sanglots. J'ai aussi envoyé un message à Marcos, seulement une ligne. Il est dans la phase finale. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être, au fond, avais-je besoin de partager avec quelqu'un qui pouvait comprendre la douleur que je traversais. Il n'a pas répondu immédiatement. Ce n'est que tard dans la nuit que son message est arrivé. Je comprends. Sois forte, Clara. Si tu as besoin de quoi que ce soit, aussi petit soit-il, n'hésite pas à appeler. Je suis toujours là. Son message fut comme une étreinte silencieuse à distance, me donnant un peu de chaleur dans ces jours glacés. J'ai renvoyé Alba à Séville avec ses grands-parents. Je ne voulais pas qu'elle assiste aux scènes douloureuses de son père. Je voulais que dans son souvenir enfantin son père soit toujours l'homme fort qui jouait avec elle. Et l'embrassait sur la joue. La cabane est restée dans un silence presque absolu. Seulement brisé par la faible respiration de Matteo, le passage des pages de mes livres et le sifflement du vent entre les arbres. Je passais tout le temps à ses côtés. Je ne lui lisais plus ni ne lui racontais d'histoire, je m'asseyais seulement. Je lui prenais la main et je lui chantais les berceuses que ma grand-mère me chantait à moi. Ma voix se brisait, mais je continuais à chanter, espérant que ces mélodies familières puissent arriver à un coin de son esprit évanoui et lui donner un peu de paix. Et un après-midi, pendant que je lui lisais un passage de son propre journal, un miracle s'est produit. En lisant la phrase « J'ai Clara, une famille heureuse ». Matteo, qui portait des jours sans réagir, a lentement tourné la tête et m'a regardé. Ses yeux n'étaient plus vides. Pendant un instant fugace, ils ont récupéré leur éclat. Il m'a regardé profondément, avec amour, comme s'il m'avait reconnu. Ses lèvres ont bougé. « Clara » a-t-il murmuré. Un son aussi faible que le vent. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu parfaitement. Mon cœur a explosé. Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras. Je suis ici, Matteo, mon amour. Je suis ici. Il n'a rien dit de plus. Son regard s'est à nouveau éteint lentement, revenant au vide. Mais cet instant bref a été suffisant. J'ai su que bien que la mémoire soit partie, l'amour restait là. Dans le lieu le plus profond de l'âme, et aucune maladie ne pourrait jamais l'effacer. Son dernier tableau n'était pas seulement une œuvre d'art accrochée au mur, c'était un legs vivant. Le témoignage d'un amour qui avait vaincu même l'oubli. Il avait accompli sa mission. Préserver le plus beau d'une personne avant que la nuit éternelle ne tombe. Matteo est parti une aube de début d'hiver. Quand les premiers rayons de soleil essayaient faiblement de traverser l'épaisse brume pour chauffer la terre. Il est parti en paix pendant qu'il dormait dans le lit de notre cabane en bois avec moi et avec ses souvenirs les plus beaux à ses côtés. Quand je me suis réveillé et que j'ai senti sa main froide dans la mienne, je n'ai pas crié ni paniqué. Je suis resté assise en silence, appuyant ma joue sur sa main, essayant de retenir la dernière once de chaleur. Les larmes coulaient silencieusement, mais à l'intérieur je ressentais une étrange calme. J'ai su qu'enfin il s'était libéré. Libéré de la douleur physique, du tourment de la maladie, de la peur de l'oubli. Il était parti vers un autre endroit, un endroit où il pourrait sourire. Peindre librement et être pour toujours le Matteo fort et talentueux d'antan.
son enterrement fut simple, dans une petite ermitage cachée dans la forêt. Tel qu'il l'avait demandé dans son journal. Il voulait être incinéré et que ses cendres soient dispersées dans le lac. Où nous nous étions retrouvés pour la dernière fois, où notre amour avait renaît. Pilar est venue de Séville. Elle était plus maigre, avec les cheveux complètement blancs, mais elle semblait plus sereine. En voyant la photo de son fils sur l'autel, elle n'a pas pleuré, elle est seulement restée debout, priant en silence pendant un long moment. À la fin de la cérémonie, elle s'est approchée de moi et m'a pris la main. « Clara » a-t-elle dit d'une voix rauque. « Je ne suis pas triste, je suis heureuse pour lui. Enfin il repose. Il ne souffre plus et je te remercie. Merci d'être resté à ses côtés. De lui avoir donné quelques derniers jours heureux et pleins. Si dans la vie. » J'ai seulement secoué la tête. Je n'ai rien fait, Pilar, seulement ce que mon cœur me dictait. Nous sommes restés là, les deux femmes, belle-mère et belle-fille. Qui autrefois avions eu des malentendus et des rancœurs. Mais maintenant, devant la perte de l'homme que nous aimions toutes les deux. Il ne restait que la compassion et un vide partagé impossible à combler. Alba était trop petite pour comprendre la mort. Elle voyait seulement ses grands-parents, sa grand-mère Pilar et moi, tous vêtus de noir. Avec des visages très tristes. Elle a demandé confuse, « Maman, où est papa ?» Je ne le vois pas. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai indiqué le ciel bleu intense sur les montagnes. Papa est devenu une étoile, ma chérie. L'étoile la plus brillante du ciel. À partir de maintenant. Chaque fois que tu regretteras papa, tu n'as qu'à regarder le ciel. Il sera toujours là à nous soigner. Alba a levé les yeux en cherchant avec ses yeux clairs. Et ce soir il viendra jouer avec moi. Bien sûr que oui. J'ai souri entre les larmes. Toutes les nuits il viendra te voir en rêve. Après l'enterrement, j'ai accompli son dernier désir. J'ai ramé seul jusqu'au centre du lac, portant l'urne avec ses cendres. La surface de l'eau, calme et cristalline, reflétait le ciel bleu. Lentement j'ai dispersé ses cendres. La poussière blanche s'est fondue avec l'eau et a disparu, comme s'il était retourné à la terre. À la nature. Adieu, mon amour. J'ai murmuré. Repose en paix. Alba et moi irons bien. Je suis retourné à Séville, mais je ne me sentais plus vide ni seul. J'ai apporté tout ce qui était à lui, le journal, les tableaux. La dernière lettre est le plus important, son amour immortel. J'ai accroché son dernier tableau à l'endroit le plus en vue du salon. Chaque jour je peux voir notre sourire radieux et sentir son regard amoureux me suivre comme un rappel, comme une source d'encouragement. Je ne me suis pas remarié avec Marcos. Il est venu me rendre visite quelquefois. Il m'a offert son soutien et sa protection. C'est un homme merveilleux, le rêve de toute femme. Et je lui suis profondément reconnaissante, mais je l'ai rejeté avec douceur et fermeté. Marcos, lui ai-je dit. Mon cœur est déjà plein avec l'image d'une personne. Il n'y a pas de place pour personne d'autre. Je peux vivre seul. Je peux élever ma fille. Je désire seulement que tu trouves une autre femme qui puisse te donner le bonheur complet que je ne peux pas t'offrir. Il n'a pas insisté. Il a seulement souri avec une pointe de tristesse, mais avec un profond respect. Je comprends, Clara. Tu seras toujours mon amie. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. J'ai choisi de vivre seul. En consacrant tout mon temps et mon amour à élever Alba et à maintenir vivant le souvenir de Matteo. Dans mon cœur. Certains disent que je suis folle, que j'enterre mon bonheur dans le passé. Mais ils ne comprennent pas. Mon bonheur n'est pas d'avoir un homme à mes côtés. Mon bonheur est de vivre avec les beaux souvenirs d'un amour passé. De voir grandir ma fille chaque jour avec le sourire et le talent de son père et de faire des choses avec sens. Avec les 150 000 € que Matteo m'a laissés, je ne me suis pas consacré au luxe. J'ai créé une petite fondation caritative à son nom, Fondation Espoir Matteo. Dédiée à aider économiquement les patients atteints de la maladie de Huntington et sans ressources. Je ne voulais pas que sa mort soit un point final. Ce serait un nouveau début, un espoir pour d'autres qui luttent contre le même destin cruel. Ma vie s'écoule ainsi, dans le calme. Alba grandit, elle est très intelligente et a un don spécial pour le dessin, comme son père. Parfois elle s'assoit devant le tableau, le montre et dit « Maman ». Je vois papa me souriant, et je souris avec le cœur chaud. Je sais qu'il est toujours ici, dans cette maison, dans le cœur de nous deux.
Notre histoire, pour beaucoup, peut être une histoire triste de séparation, de maladie et de perte. Mais pour moi c'est aussi une histoire belle sur le véritable amour. Un amour qui n'est pas possession, mais sacrifice et compréhension jusqu'à la fin. Matteo m'a enseigné cela. Il m'a enseigné qu'aimer quelqu'un est parfois apprendre à le laisser partir pour qu'il soit heureux. Et que vivre est parfois ne pas oublier une personne, mais se la rappeler. Chérir ce qu'elle nous a laissé et continuer à vivre une vie pleine aussi pour elle. Notre amour n'est pas mort avec lui. Il s'est fait immortel dans ses tableaux. Dans mes souvenirs et dans la vie même de ma fille et de moi. Chaque jour. Bienvenue à nouveau, chers amis, sur le blog Histoire du Crépuscule. Ainsi se conclut l'émouvant voyage de Clara à la recherche de son passé. Une vieille valise oubliée sous un lit qui semblait contenir seulement des vêtements inutiles a révélé une tragédie. Une vérité déchirante sur un amour sublime jusqu'à l'extrême. En écoutant l'histoire de Clara et Matteo, il est impossible de ne pas ressentir une vague d'émotion. Il y a de la rage et de la tristesse pour les malentendus qui ont séparé deux personnes qui s'aimaient. Il y a de l'admiration pour le sacrifice silencieux du mari et il y a une mélancolie. Une nostalgie pour un bonheur qui n'a pas pu être complet. Cette histoire n'est pas comme celle de trahison ou de conflit que nous avons l'habitude d'entendre. Elle touche une fibre plus profonde de l'amour et du sacrifice et nous pose de grandes questions sur comment nous aimons, comment nous affrontons l'adversité et ce que signifie vraiment le bonheur. Si nous regardons le mariage de Clara et Matteo dans ces dernières années, ce que nous voyons au début est une froideur cruelle. Un mari indifférent qui oublie les anniversaires, qui ne récupère pas sa fille. Qui prononce des paroles blessantes pour mettre fin à 8 ans de mariage. Toute femme dans cette situation se sentirait blessée, garderait rancœur, se considérerait la victime d'un amour évanoui. Nous jugeons trop facilement. Nous tirons des conclusions précipitées en nous basant sur ce que nous voyons en surface. Mais cette histoire nous démontre qu'à parfois ce que nous voyons n'est pas la vérité. Derrière l'indifférence peut se trouver un univers de souffrance. Derrière la froideur, un amour qui crie en silence. Matteo a choisi un chemin extrême, cruel, non seulement pour Clara, mais pour lui-même. Il a créé une farce. Il est devenu le méchant seulement pour que la femme qu'il aimait le haïsse et parte. Pourquoi? Est-ce qu'il ne faisait pas confiance à l'amour de Clara? Pensait-il qu'elle l'abandonnerait? Je ne le crois pas. Je crois que son action est née d'un amour si immense, si altruiste, qu'il frôlait l'égoïsme. Il aimait Clara tellement qu'il ne voulait pas qu'elle assiste à sa décadence. Il aimait Clara tellement qu'il préférait souffrir seul plutôt qu'elle enterre sa jeunesse avec un homme sans avenir. Il s'est arrogé le droit de décider pour son bonheur à elle, le droit de se sacrifier. Le sacrifice de Matteo est noble et admirable. Mais c'est aussi une dure leçon sur la communication dans l'amour et le mariage. Cette histoire est un rappel percutant que l'amour n'est pas souffrir en solitaire. Le mariage n'est pas que l'un protège et l'autre soit protégé dans l'ignorance. Le mariage est compagnie et compagnie signifie partager non seulement les joies, mais aussi les peines, les difficultés, les charges. Si ce jour-là Matteo avait eu le courage de dire la vérité, de donner à Clara l'opportunité de choisir, qu'aurait-il passé? L'aurait-elle abandonné? Sans doute non. Son voyage postérieur pour le trouver le démontre. Ils auraient pu avoir quelques années de plus, courtes, mais pleines, ensemble. Luttant. Ils n'auraient pas gaspillé 3 ans à vivre dans le malentendu et le tourment. Peut-être que beaucoup d'entre nous, spécialement les hommes, sommes comme Matteo. Nous avons l'habitude de tout porter, de cacher nos difficultés et nos peurs. Croyant qu'ainsi nous protégeons les femmes que nous aimons, nous craignons de les inquiéter. Nous craignons d'être un fardeau. Mais nous oublions que la femme que nous avons à côté n'est pas aussi fragile que nous le pensons. Elle est suffisamment forte pour surmonter avec nous n'importe quelle tempête. Et parfois ce dont elle a le plus besoin n'est pas une vie matériellement confortable. Mais partager, être écouté, se sentir une partie indispensable dans la vie de l'autre. Autant dans le bonheur que dans la douleur. Le silence, bien qu'il naisse d'une bonne intention, peut devenir un couteau qui crée des blessures et des distances insurmontables. S'il vous plaît, ne sous-estimez jamais la force de la femme que vous aimez. Donnez-lui l'opportunité d'être à vos côtés, de vous accompagner. C'est le véritable respect et le véritable amour. Et la leçon pour Clara et pour tous nous est de ne pas laisser que les blessures du passé tuent notre compassion et notre capacité d'aimer. Après 3 ans de rancœur, Clara aurait pu devenir cynique.
En découvrant la vérité, elle aurait pu choisir de blâmer Matteo pour l'avoir trompée. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de comprendre, de pardonner et de recommencer à aimer. Son voyage pour trouver Matteo n'a pas été un acte de compassion. Mais le voyage d'un cœur qui avait guéri. Un cœur qui a compris que le véritable amour ne réside pas dans combien tu reçois, mais dans ce que tu es disposé à donner. La décision déclarée de rester dans le Nord, non comme épouse, mais comme amie et compagne, est peut-être le détail le plus beau et humain. Elle nous montre une autre définition de l'amour. Un amour qui n'a pas besoin du lien du mariage ni de la possession. Un amour qui parfois est simplement présence. Être aux côtés de la personne que tu veux, la soigner et lui donner la paix dans ses derniers jours. C'est un amour qui transcende les préjugés et les rôles pour revenir à son essence la plus pure. L'empathie et le partage. Beaucoup diront que Clara a été une insensée. Pourquoi renoncer à un avenir heureux avec un bon homme comme Marcos pour rester avec quelqu'un qui était en train de mourir? Pourquoi choisir un chemin de larmes au lieu d'un de roses? Mais, chers amis, le bonheur n'est pas égal pour tous. Certains le trouvent dans la stabilité, dans une famille complète. D'autres le trouvent dans le sacrifice, en vivant pleinement leur amour, aussi tragique soit-il. Clara a choisi le chemin de son cœur et je suis sûr qu'elle ne le regrette pas car ces derniers jours dans la montagne, bien que mélancoliques, furent les jours où elle a vécu de la façon la plus authentique. Où elle a aimé de la façon la plus pleine, a terminé avec Matteo le dernier tableau de sa vie. Un tableau qui n'a pas seulement de la couleur, mais aussi de l'amour, du sacrifice et une paix éternelle. Finalement, l'histoire de Clara et Matteo nous laisse une profonde réflexion sur la vie et la mort. Tous, tôt ou tard, nous affronterons la fin. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous pouvons choisir comment le vivre. Matteo, en sachant que son temps s'épuisait, ne s'est pas rendu au désespoir. Il a utilisé ces derniers jours pour préparer un meilleur avenir pour la femme qu'il aimait. Il a choisi de partir en silence, laissant un legs d'amour sublime et Clara, en affrontant la perte, ne s'est pas laissée sombrer par la douleur, elle l'a transformée en quelque chose de significatif. Elle a créé une fondation au nom de son mari pour que son espoir continue. Elle a élevé sa fille seule en lui enseignant sur un père courageux. Elle a choisi de continuer à vivre non pour oublier, mais pour se souvenir et pour diffuser l'amour qu'elle avait reçu. Ils nous ont enseigné que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à sa profondeur. Peu importe combien nous vivons, mais comment nous avons vécu. Comment nous avons aimé et ce que nous avons laissé à ce monde. Chers amis, la vie n'est pas toujours juste. Il y aura des adversités, des tragédies que nous ne pourrons pas prévoir. Mais la façon dont nous les affronterons définira qui nous sommes. Nous pouvons choisir la rancœur et blâmer le destin. Ou nous pouvons choisir d'affronter, de comprendre et de trouver un sens même dans la douleur. L'amour est pareil, il n'est pas toujours un chemin droit. Il y aura des malentendus, des distances. Mais s'il est véritable amour, il trouvera toujours le chemin du retour. Que ce soit dans les retrouvailles ou dans le souvenir éternel. S'il vous plaît, valorisez ceux que vous avez à vos côtés. Dites « je t'aime » pendant que vous pouvez. Partagez les charges au lieu de les porter seuls et faites confiance que l'amour sincère à la fin vainc tout, même la séparation et la mort. Merci d'avoir consacré votre temps à écouter ces réflexions. Si l'histoire de l'amour immortel de Clara et Matteo a touché votre cœur, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne. Donnez un like et partagez cette vidéo. Chaque fois que vous la partagez c'est une opportunité de plus pour réfléchir ensemble sur les valeurs de la vie, pour apprendre à nous aimer d'une façon plus pleine et généreuse. Un salut cordial et à la prochaine histoire.